OK. Donc, il est midi et on va partir ça. Donc, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie de votre présence. Avant de commencer, donc, j'en profite pour vous rappeler que le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas être vu, ben, il suffit juste de garder votre caméra fermée. Le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube au début de la semaine prochaine. Excusez-moi. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter notre panéliste Claudine Deshomme qui va nous parler de l'impact des changements climatiques sur la conservation du patrimoine bâti québécois. Donc, Claudine Deshomme est professeure à l'école d'architecture c'est ça, l'école d'architecture, excusez-moi, où elle enseigne la conservation du patrimoine bâti aux 3 cycles d'études. Ses recherches portent sur les liens qui unissent la conservation du patrimoine culturel aux objectifs du développement durable. Elle s'intéresse également à l'histoire de la construction de l'architecture au Québec dans le but de favoriser la réutilisation des bâtiments existants, notamment ceux qui possèdent un intérêt patrimonial. Elle œuvre au sein d'organismes en conservation du patrimoine, dont Héritage Montréal, l'Association for Critical Heritage Studies et l'ICOMOS. Donc, Claudine Néum est également chercheuse au laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Donc, Madame Déum, je vous laisse la parole. Je ne sais pas oublier de vous démuter, c'est ça. Voilà, c'est fait. Oui. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous. Donnez-moi quelques secondes pour faire le prévisible partage d'écran afin que vous puissiez voir les quelques images que je vous ai préparées pour cette présentation. Je voudrais remercier le risque pour cette invitation à vous parler d'une petite recherche que j'ai effectuée à la fin de l'année dernière, il y a à peu près un an finalement, qui porte donc justement sur les liens qui unissent la conservation du patrimoine bâti avec les changements climatiques. J'ai quelques petits ajustements encore. Et voilà, je suis avec vous. Alors, sans plus tarder, une première image, je l'espère, qui vous met un peu dans la situation de cette recherche qui se voulait exploratoire. À l'invitation du ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ouranos, j'ai réalisé cette recherche conjointement avec une doctorante en aménagement, Ornella Sigé, que je souhaite remercier pour sa participation. Il s'agissait de produire une synthèse parce que le sujet est encore peu exploré au Québec, patrimoine et changement climatique. Donc, produire une synthèse qui pouvait communiquer les enjeux de la conservation et de la gestion du patrimoine culturel bâti liés au changement climatique. Et donc, pour ce faire, on a commencé par une revue des différents phénomènes climatiques qui affectent particulièrement le territoire québécois. On a cherché à trouver des précédents d'endroits patrimoniaux, de lieux, surtout des bâtiments qui ont été endommagés ou carrément détruits par un aléa climatique. Et nous avons aussi produit un recensement, bien que non exhaustif néanmoins, un recensement des mesures d'adaptation mises en place au Québec ou ailleurs. Je tiens à dire par contre que cette recherche s'est limitée au patrimoine bâti. Et c'est d'ailleurs l'objet de ma prochaine diapositive, cadrer un peu ce qu'est le patrimoine. Nous nous sommes concentrés sur le patrimoine bâti, puisque cette recherche a été effectuée avec un temps très court, donc l'espace de 3 ou 4 mois, ce qui ne nous a pas permis non plus d'aller sur le terrain ni de parler avec des gens. Les termes de la recherche étaient un peu contraignants, mais néanmoins, le rapport dont vous avez vu la page frontispice sur la diapositive précédente est à votre disposition sur le site web à la fois d'Ouranos et du ministère de la Culture si vous souhaitez le télécharger. Donc, quand on parle de patrimoine bâti, de patrimoine de façon générale, je me suis référée à la loi sur le patrimoine culturel du Québec, qui est la loi principale en matière de patrimoine, une loi qui existe depuis 1922, mais dont la version la plus récente date d'il y a à peine quelques années. Elle a été mise à jour. Et quand on parle de patrimoine, dans l'article 1 en particulier des définitions, on l'associe à un reflet de l'identité d'une société,
Et quand on poursuit notre lecture, on se rend compte par la diversité des formes que peut prendre le patrimoine qu'il s'agit d'une très grande richesse. Donc, les formes du patrimoine sont à la fois tangibles et immatérielles. L'immatériel, ce sont les pratiques, les traditions qui marquent notre société, notre culture. Les formes tangibles sont aussi très diversifiées, passant des objets comme des documents, des archives, des objets d'art, à des biens immobiliers euh, qui incluent à la fois des bâtiments, des sites, des quartiers. En vertu de la loi sur le patrimoine culturel, on peut classer ou citer des bâtiments, c'est-à-dire leur reconnaître une valeur patrimoniale de manière officielle. Et ce sont des statuts qui habituellement sont accompagnés d'une certaine forme de protection, protection contre la démolition, protection aussi contre des transformations qui pourraient être trop invasives et mettre à mal la valeur patrimoniale. Donc, à l'écran, ce que vous voyez, c'est un très, très, très petit, un infime échantillon de ce qu'on a comme biens patrimoniaux reconnus, classés ou cités en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Mais je tenais quand même à mettre des exemples de sites, par exemple, avec le phare de l'île Verte, où il ne s'agit pas que de la colonne, de la tour phare, mais aussi des autres bâtiments annexes pour illustrer donc justement un site et ses différentes composantes, incluant une composante paysagère. Habitat 67, ce singulier projet d'habitation de 1967 montre aussi que le patrimoine moderne fait partie des biens que l'on reconnaît comme étant patrimoniaux. Et bien sûr, le patrimoine religieux, on en entend certainement beaucoup parler, mais le patrimoine religieux est une grande part de notre patrimoine culturel classé. Et bien sûr qu'il comporte son lot d'enjeux quand il s'agit de le transmettre compte tenu de toutes sortes de facteurs que je n'entrerai pas, ce serait une autre présentation complètement, mais c'est simplement pour vous donner une idée de ce qu'on a pu classer ou bien citer par des municipalités dans le passé en vertu de la loi. Mais du même souffle, je m'empresse d'ajouter que tout patrimoine n'est pas nécessairement classé ou cité. Il y a de ces biens qui participent à cette identité culturelle sans pour autant qu'il y ait un statut de reconnaissance officiel qui leur soit rattaché. Un exemple de ceci est le legs industriel, les sites industriels que j'ai choisi de montrer par la brasserie Monsun qui ces jours-ci fait l'objet des médias, en partie en raison de son projet de réhabilitation qui est à venir. Et l'autre exemple est celui d'une rue commerciale que j'ai choisie à Rivière-du-Loup, une ville que j'apprécie beaucoup, que je fréquente beaucoup pour toutes sortes de raisons. Mais l'intérêt de la rue commerciale, c'est bien de montrer qu'il s'agit là, à mon avis, d'un patrimoine important, sans pour autant que ce soit un bâtiment en particulier qui en fasse l'intérêt patrimonial, mais bien une série de bâtiments qui, peut-être que lorsqu'on les considère individuellement, ne sont pas si intéressants sur le plan historique ou architectural, mais lorsqu'on les prend dans leur ensemble, en raison de leur usage et du paysage qu'ils forment, participent aussi beaucoup à l'identité d'un endroit. Alors, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire les liens entre le patrimoine et les changements climatiques. Je commencerai rapidement en rappelant que cette conversation commence d'abord en 2005 au niveau international. C'est la première fois qu'on entendait parler officiellement de patrimoine en lien avec les changements climatiques dans le contexte de menaces. Donc, en 2005, le Comité du patrimoine mondial mandate un groupe de travail pour se pencher sur cette question, pour essayer d'identifier les menaces, de mieux comprendre ce qui pourrait se poindre à l'horizon, alors que les changements climatiques commençaient à être de plus en plus présents dans le discours de façon officielle et dans le discours du patrimoine. 2 ans plus tard, ce comité accouche d'un premier document d'orientation à l'endroit des parties prenantes et surtout des États parties ratifiant la Convention du patrimoine mondial, afin de les sensibiliser, de les alerter à cette réalité-là et de les encourager à prendre des mesures d'adaptation.
15 ans plus tard, presque un peu plus même, le document que vous voyez à droite est publié. L'avenir de notre passé, engager le patrimoine culturel dans l'action pour le climat, est publié aux travaux d'un groupe mandaté par le Conseil international des monuments et des sites, l'ICOMOS, pour réfléchir de manière plus approfondie à cette question-là au regard des 15 années précédentes de sensibilisation de plus en plus accrue. Ce document est très intéressant. Je vous invite à le télécharger. Il est aussi disponible sur le web. Il est intéressant pourquoi? Parce qu'il détaille les menaces au patrimoine engendrées par les changements climatiques et ce à l'échelle planétaire, donc beaucoup d'aléas pour essayer d'englober les différentes réalités qui sont propres aux différents territoires de la planète. Mais un document intéressant aussi parce qu'il positionne pour la première fois la conservation du patrimoine comme une mesure d'atténuation aux émissions de gaz à effet de serre qui engendrent les changements climatiques. Et je vais y revenir un petit peu plus tard dans ma présentation. Dans le cadre de notre étude, nous avons regardé 10 phénomènes climatiques. Nous en avons identifié donc 10 à l'aide d'Uranos, nos collègues de l'équipe d'Uranos qui sont beaucoup plus spécialisés que moi en matière d'aléas climatiques. Donc, vous les avez à l'écran et tout en étant bien consciente que mon auditoire d'aujourd'hui est plus intéressé par la question des inondations, permettez-moi néanmoins de passer rapidement l'ensemble des 10 aléas climatiques de manière à ce que nous puissions bien cerner la menace qui est présente et qui n'est pas qu'occasionnée que par les inondations, bien que les inondations jouent un rôle déterminant. Alors allons-y. Les feux de forêt ont des impacts sur le patrimoine québécois. Peut-être un patrimoine qui est moins bien connu parce qu'il s'agit de bâtiments et de sites qui sont possiblement plus éloignés de nous. Certainement des sites et des bâtiments qui ont été moins étudiés par la question patrimoniale. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permise de mettre la page couverture de cet ouvrage qui vient d'être publié par notre collègue Pierre Laoude du domaine du patrimoine sur les camps de pêche. Et je pense que ça va contribuer à attirer l'attention et sensibiliser à ces formes de patrimoine bâti qui prennent place des territoires qui sont fréquentés par des personnes qui pratiquent aussi des activités qui font partie de notre identité québécoise, la chasse, la pêche, la nature de façon générale. Donc, l'exemple de la pourvoirie Moisy-Népissis qu'on a trouvé illustre bien que ces sites-là peuvent être enrayés dans l'espace de quelques jours par les incendies. Je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner que, en raison de cette forte association entre la nature et la culture et le patrimoine chez les peuples autochtones, les feux de forêt engendrent aussi des pertes ou mettent à mal et menacent le patrimoine des communautés autochtones qu'on commence à peine à connaître, mais que l'on doit, je pense, inclure dans notre réflexion sur les impacts des changements climatiques sur le patrimoine culturel. On a trouvé des mesures d'adaptation aux feux de forêt, des mesures dont je vous montre quelques exemples rapidement parce que ce n'est qu'une partie de mon propos de cet après-midi. On propose par exemple de dégager les alentours immédiats d'un bâtiment de sa végétation, ce qui peut paraître un peu paradoxal d'enlever de la végétation, mais bon, enfin, pour éviter de rendre plus inflammable que le moins inflammable possible, plutôt l'environnement immédiat, donc nettoyer le bois sec, éloigner le bois, donc autant que possible des habitations, et de revêtir certaines composantes des bâtiments avec des matériaux qui se veulent plus résistants au feu, toujours dans l'idée de reculer un peu le feu et surtout de diminuer ses impacts afin d'éviter que le bâtiment y passe.
Ce sont des guides qui sont aussi téléchargeables. Et d'ailleurs, à ce titre, ça me fait penser de vous rappeler que le rapport que nous avons publié contient une grande quantité d'hyperliens, surtout si vous le téléchargez. Donc, en version PDF, vous allez accéder à tous ces liens qui mènent vers des ouvrages comme celui que vous voyez sur la diapositive qui permettent de consulter donc des mesures d'adaptation aux bâtiments de manière à les protéger contre certains aléas climatiques. Par contre, c'est celui-ci et d'autres qui vont suivre sur mes prochaines images ne portent pas spécifiquement sur le patrimoine. Voilà, les inondations, un peu au cœur de ce qui nous réunit cet après-midi. Elles ont marqué, je crois, et continuent de marquer l'imaginaire du Québec par les, l'ampleur de l'eau que l'on retrouve dans nos milieux habités. Et ben, je pense que vous en doutez, les inondations, les aléas climatiques de façon générale et les inondations en particulier ne discriminent pas. Les bâtiments patrimoniaux sont aussi, bien sûr, affectés par les inondations, que ce soit des inondations en eau libre, côtières, par les en bac, là, oui, les refoulements, etc. Je vous mets trois exemples ici de lieux patrimoniaux qui ont été affectés par les inondations, en commençant par la menuiserie et la scierie Clich à Valley Junction, qui vit ces derniers jours, malheureusement, en raison des impacts des inondations de 2019. Des inondations qui ont été récurrentes. En 2019, ce n'a pas été la première à frapper ce site. Mais compte tenu du fait que les bâtiments sont en bois, compte tenu du fait aussi de la récurrence de ces inondations qui est à prévoir, de la position du bâtiment dans une zone inondable, bien, on apprend, notamment par les réseaux sociaux, la malheureuse décision que le lieu sera fermé. Malheureux parce que c'est un bâtiment, c'est un ensemble industriel, mais un ensemble industriel qui a marqué la région pendant plus de 100 ans en raison de son occupation, qui a marqué une famille aussi, quatre générations de propriétaires de cette menuiserie qui a aussi été un moteur économique d'une région. Donc, c'est le patrimoine par les bâtiments, mais aussi par les usages et aussi par l'attachement que les personnes peuvent ressentir à juste titre envers ces lieux. Baie-Saint-Paul, abondamment couvert par les médias, les étonnantes accumulations d'eau dans le secteur de la rue Saint-Joseph, notamment, où se trouve le noyau ou une grande partie de bâtiments patrimoniaux, des habitations pour la plupart. Suite aux inondations, Baie-Saint-Paul, qui avait un inventaire du patrimoine bâti, a estimé à plus de 25% de ces bâtiments patrimoniaux touchés par les inondations. Des inondations qui affectent les fondations, qui peuvent être en pierre pour la plupart, des inondations qui affectent aussi la structure, en grande partie en bois, parce que le bois est un matériau de prédilection. Le bois est aussi souvent utilisé comme revêtement de façade, donc on voit qu'on a dû retrancher de clins de bois sur une des images de mon écran pour essayer d'aérer, pour essayer de ventiler et d'éviter surtout la moisissure et les champignons qui peuvent venir d'un emprisonnement de l'humidité dans les matériaux. Donc, ce sont des villages qui y passent par la démolition de ces bâtiments-là. Certains sont conservés. Il y a des propriétaires qui souhaitent conserver leur maison, mais il y a des propriétaires qui ne peuvent tout simplement plus. Et ce sera aussi l'objet de ce que j'aimerais discuter avec vous un peu plus tard dans ma présentation. Donc, des démolitions sont en cours et ont déjà été réalisées, si bien que on perd des bâtiments et on perd des assemblages des assemblages de rues, des paysages se faisant au gré des démolitions. Donc, des situations qui sont intenables, extrêmement difficiles et déchirantes et qui ne touchent pas que le bâti, mais aussi la relation que nous avons en tant que villageois, qu'habitants, que résidents, mais aussi comme Québécois de façon générale à l'endroit de notre patrimoine bâti et urbain dans ce cas-ci.
Un troisième exemple est celui du château de Beauce à Sainte-Marie, qui est un bien classé, qui lui aussi a été l'objet victime des inondations, et malheureusement, ceci a occasionné son abandon, du vandalisme, et nous sommes malheureusement dans une situation où les propriétaires ne peuvent plus tenir le bâtiment et le réparer, le mettre aux normes et l'adapter à des futures inondations parce qu'on sait qu'elles viendront. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec une situation où on a un bâtiment classé doit payer à à réaliser ses travaux? Ce sont des questions que le domaine de la conservation du patrimoine est en train de se poser maintenant et pour lesquelles les réponses ne sont absolument pas faciles et il n'y a certainement pas une seule réponse à l'ensemble de ces dilemmes que pose, dans ce cas-ci, l'aléa inondation. Comment s'adapter aux inondations? Ben, ce sont des mesures d'adaptation qui ne sont pas spécifiques au patrimoine que je vous montre, mais qui peuvent s'appliquer et aider. Bien sûr, des mesures d'adaptation temporaires que l'on a vues, que l'on emploie déjà, bien entendu, des sacs de sable, des espèces de balises par des contenants en plastique qui flottent, qui permettent de contrôler le niveau de l'eau, et des vannes que l'on voit ajustées au bas des portes. Et ce sont des mesures que l'on voit non seulement au Québec, mais partout dans le monde. On n'a qu'à penser à Venise, qui est aux prises avec des inondations depuis des siècles et qui utilise ce même genre de mesures temporaires, dans la mesure où on est averti d'avance, bien entendu, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a aussi dans notre recensement des mesures d'adaptation permanentes qui sont ressorties pour des situations spécifiques au patrimoine. En voici un exemple, donc d'une maison de style néoclassique dans l'État de New York qui a été surélevée. Vous voyez bien la différence entre le avant et après. Ces deux photographies juxtaposées où on voit que les fondations ont été surhaussées de façon à permettre l'éloignement en hauteur de l'eau qui parvient moins donc à pénétrer à l'intérieur de la maison. On convient que ces interventions ont été faites en respectant autant que possible l'architecture de la maison et son paysagement, mais on convient aussi que ce sont des mesures d'adaptation qui ne sont pas offertes à tout le monde compte tenu des coûts que cela engendre. L'érosion côtière et des berges, un autre aléa climatique qui frappe beaucoup le Québec. Si on considère que l'étendue des berges et du littoral au Québec, ceci représente environ 6 000 kilomètres, donc c'est énorme. On a beaucoup de nos établissements, de bâtiments qui sont sur le bord de l'eau, compte tenu qu'historiquement, ces voies d'eau étaient des voies de passage, des voies de transport. Donc, nécessairement, l'érosion des berges menace les bâtiments patrimoniaux parce que ce sont souvent les plus anciens. Je vous mets l'exemple de la villa Frédéric James qui est sur le Cap en Gaspésie, une maison qui a marqué le paysage et qui continue quand même de marquer le paysage malgré le fait qu'elle ait été déplacée d'une distance d'environ une vingtaine de mètres pour éviter tout simplement qu'elle ne subisse l'érosion continue de la falaise et qu'elle se retrouve dans l'eau. Ça a été quand même une grosse un projet de grande envergure. Un déplacement comme ça, c'est quand même une pratique que l'on exécute dans d'autres milieux depuis quelque temps, malgré le fait que ça vienne à l'encontre des doctrines en conservation du patrimoine qui privilégient le maintien d'un bâtiment dans son contexte d'origine. Nécessairement, il a fallu que des bâtiments se soient déplacés pour toutes sortes de raisons dans le passé, des raisons que je n'aborderai pas, mais les changements climatiques et l'érosion des berges en est une nouvelle raison dont il faut nécessairement tenir compte. On a déplacé la villa Frédéric James, on a construit en dessous aussi euh, tout un nouveau système de fondation de manière à permettre à ce bâtiment de devenir un espace bleu du gouvernement du Québec. Et de ce fait, on a procédé aussi à la restauration et la réhabilitation du lieu
Euh, un projet quand même d'une grande complexité compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un bâtiment de bois et que les mesures d'intervention en termes d'isolation et de mécanique et tout ce qui est nécessaire pour mettre à jour un bâtiment selon le code du bâtiment a nécessité donc beaucoup de doigté et beaucoup de précautions pour conserver la valeur patrimoniale du lieu. Mais donc, le bâtiment est pour l'instant moins à l'écart et sauvé, protégé de l'érosion des berges. Un autre cas que nous avons recensé est celui du site de la Grave, qui est un site patrimonial classé depuis 1983 par le ministère de la Culture et qui se trouve aux îles de la Madeleine. Il s'agit d'un village de pêcheurs qui contient des bâtiments très modestes, mais dont l'architecture est vernaculaire par les formes, par les matériaux, par leur emplacement, témoigne donc d'une pratique propre aux îles de la Madeleine, mais aussi répandue ailleurs au Québec. Mais cette architecture est celle des pêcheurs. L'emplacement, donc, sur cette digue très peu large et à la merci des tempêtes de vent et de l'érosion de façon générale, menace donc la survie de ce site. Vous voyez avec l'image, avec la flèche notamment pointant le site qu'on a décidé donc en raison de cette proximité de la mer de recharger la plage, c'est-à-dire de l'élargir par du remblai tout simplement. Et vous savez, donc l'érosion, elle est occasionnée par le fait que les mers ne comportent plus de glace en raison du réchauffement de façon générale. Donc, si autrefois les glaces empêchaient les vagues, contenaient un peu les vagues et empêchaient qu'elles ne s'attaquent aux bâtiments sur la digue, aujourd'hui, ben, ce n'est plus le cas. Donc, l'eau a libre cours pour rejoindre ces bâtiments-là. Donc, le fait d'étendre et de créer une zone tampon est la stratégie qui a été choisie pour essayer de conserver l'alignement de ces bâtiments, qui est une partie finalement du site de la Grave. Donc, vous voyez comment les eaux peuvent atteindre facilement ces bâtiments-là qui ont l'air tout à fait vulnérables, et ils le sont. Mais ces bâtiments abritent des commerces, des personnes dont c'est le gagne-pain, à cause de l'industrie touristique notamment. Donc, les citoyens de la Grave ont pris les choses en main et ont fait des modifications suite à la terrible tempête Fiona excusez-moi, en 2022, en surhaussant leurs bâtiments, en créant des trappes pour permettre une plus facile évacuation de l'eau. Euh, on a aussi décidé de travailler les finis intérieurs et de rendre la base des murs, c'est ce que vous voyez la troisième image à droite, la base des murs plus facile à réparer. Donc, au lieu que le fini rejoigne le plancher, une partie du fini se termine à une certaine hauteur du bas du mur, de manière à ce que si l'eau pénètre, on n'aura qu'à réparer cette partie du mur, donc à retirer l'isolant et aller chercher ce qui est pourri si le bois est atteint de façon incontournable ou irréversible. Et on n'a pas besoin de tout réparer finalement, mais seulement une partie où l'eau a été introduite dans le bâtiment. Donc, c'est des petits trucs, mais ce sont des trucs qui démontrent que c'est plus que des trucs, ce sont des stratégies constructives qui permettent d'adapter le bâtiment et de le rendre un petit peu plus résilient par rapport à des événements qui ne seront plus une fois par siècle, mais bien qui vont faire partie de plus en plus du quotidien. Un quatrième aléa, et je vais accélérer parce que je sens que le temps file. Un quatrième aléa est celui des vents et tempêtes. Donc, certains bâtiments patrimoniaux, en raison de leur hauteur, en raison de la hauteur de certaines de leurs composantes architecturales, en l'occurrence des clochers, deviennent vulnérables au moment de vents violents. On a vu donc quelques exemples, en l'occurrence celui-ci, assez dramatique, d'un clocher d'une église en Montérégie qui a été carrément arraché.
Des mesures existent pour essayer de contrer les effets de ces vents et de ces tempêtes. Ce que vous voyez à gauche, c'est un petit dispositif pointé par l'image, par la flèche en rouge sur l'image, qui vise à orienter l'eau, qui accompagne beaucoup souvent finalement ces tempêtes, vers la gouttière et l'évacuateur. Donc, de manière à assurer que l'eau ne déborde pas, hein. C'est un exemple qui nous vient de l'Écosse, qui est aussi assujettie à beaucoup de ces tempêtes de vent sur leur île. Et il existe aussi des sangles anti-ouragan que l'on peut installer dans les structures des bâtiments de bois pour s'assurer qu'elles soient plus solides. Encore une fois, des mesures qui sont à la fois appropriées au patrimoine ou spécifiques au patrimoine et d'autres non, mais on les a mises parce qu'elles peuvent servir de référence et de base pour peut-être les adapter. Les glissements de terrain, nous en avons au Québec qui résultent de la constitution géologique de nos sous-sols et qui peuvent emporter très facilement toutes sortes de bâtiments immédiatement. Ils arrivent de plus en plus fréquemment, ces glissements de terrain, donc le monitorage est un aspect important pour les prévenir. Sur la carte, vous voyez un peu où se trouvent les endroits plus susceptibles d'avoir ces glissements de terrain. Donc la vallée du Saint-Laurent, bien entendu, à cause de son sol plus argileux, son sol plus calcaire, alors que on sait que certaines régions dans le nord du Québec, et c'est le bouclier canadien avec un sous-sol un petit peu plus, j'allais dire solide, ce qui n'est pas le bon terme, mais avec une autre constitution où l'eau est moins retenue et donc est moins propice à ces glissements. Des murs de soutènement, parfois invasifs, parfois des éléments qui sont difficiles pour la question paysagère, mais utiles pour le patrimoine bâti. Donc, c'est certain que il faut prévoir un peu ce genre d'infrastructure qui peut être onéreuse et surtout, il faut prévoir une fois qu'on l'a construite ou aménagée de l'entretenir parce que l'écoulement des eaux, comme on dit, est un processus qui agit de façon pernicieuse, sournoise, mais qui peut causer beaucoup, beaucoup de problèmes finalement à très court terme, alors qu'autrefois, c'était à plus long terme. Les prochains aléas que je vous montre, les 4 prochains aléas sont tous interreliés. Donc, en commençant donc par les précipitations extrêmes, les gens de Montréal, de l'endroit d'où je vous parle, ben, les dernières journées de pluie que nous avons eues sont assez particulière au mois de décembre et occasionne donc des dommages aux bâtiments que l'on voit pas peut-être de façon immédiate comme on peut voir les impacts d'autres aléas que j'ai montrés précédemment, mais qui sont néanmoins présents et au fur et à mesure que ces aléas se répètent, ont un impact négatif sur les bâtiments, que ce soit par l'endommagement des structures et par une détérioration accélérée des finis, des bardeaux de toiture à la peinture ou d'autres types de matériaux qui sont traditionnellement utilisés dans l'architecture québécoise. Et on voit que ces phénomènes, par les cartes que je vous ai mises à l'écran, ne feront que s'accentuer au cours des prochaines années. Événement de cycle de gel et dégel, encore une fois, on vient de le vivre au cours de la dernière semaine. Ces cycles de gel et dégel font très mal aux maçonneries. Ils attaquent le mortier. C'est pas une très bonne compatibilité entre le mortier et soit la pierre ou la brique. Ben, ça cause des fissures, ça cause des éclatements. Et un entretien qui n'est pas régulier fera vite en sorte que l'on se retrouve avec des images, comme on le voit ici, d'un bâtiment qui est classé, la pulperie à Chicoutimi, dont la maçonnerie était dans un état de détérioration avancée en raison de ces cycles de gel et dégel. Donc, encore une fois, ce ne sont pas des événements, des aléas qui occasionnent un éclatement, une fissure sur les médias, mais plus le temps avance, plus on constate, surtout lorsqu'on visite de façon régulière, que les détériorations se font de manière accélérée. Et c'est réel. L'augmentation des températures, de façon générale, que ce soit en été ou en hiver, occasionne donc les cycles de gel-dégel et les autres aléas. En particulier de l'inconfort dans nos bâtiments,
Donc, plus de climatisation et là, on rentre dans un cercle, une spirale qui n'est pas positive. On constate aussi de plus en plus que les effets dévastateurs de certains insectes nuisibles, comme les fourmis, sont accentués en raison de leur période de vie qui est prolongée à cause des températures qui leur sont favorables. Donc, compte tenu du fait que l'architecture au Québec surtout des bâtiments construits avant 1940, en grande partie dépendante du bois, pour les structures notamment, mais pour les galeries, pour les châssis de fenêtres, etc., ben, je pense qu'il faut être très attentif aux impacts de ces températures et de ce que ça peut engendrer, notamment chez les insectes nuisibles. Et enfin, l'humidité qui est occasionnée par les températures, occasionnée par les précipitations, etc. Donc, on voit que tout ça, ça s'imbrique. L'humidité à très brève échéance entraîne une détérioration des finis, tant intérieure qu'extérieure, occasionne des infiltrations d'eau, surtout avec des précipitations abondantes, ce qui occasionne des moisissures et donc des qualités de l'air qui ne sont pas très élevées. Donc, faut être attentif à également ces impacts qui sont échelonnés sur un temps plus long, mais néanmoins sournois. Et les mesures d'adaptation, ben, c'est l'inspection et l'entretien régulier. Ce qu'on fait déjà normalement, quand on veut entretenir un bâtiment de façon générale, ce qu'on fait de façon particulière quand on veut entretenir un bâtiment patrimonial, mais ce que l'on devra faire dans le futur de manière plus soutenue, de façon à éviter les impacts de ces aléas que je viens de vous présenter. L'entretien, ben, c'est une culture difficile à inculquer, on le sait. C'est pas toujours très sexy de parler d'entretien. Qu'est-ce qu'on regarde? Comment on regarde? Ben, il existe des guides, on en a trouvé qui sont très intéressants, très instructifs, comme celui que vous voyez publié par la Société d'habitation du Québec, qui n'est pas spécifique à des bâtiments patrimoniaux, mais qui permet de comprendre un peu quoi regarder, quand regarder, et qui essaie d'inculquer cette habitude de faire ces inspections sur différentes composantes d'un bâtiment, que ce soit un bâtiment commercial ou un bâtiment résidentiel, à différents moments de l'année, que ce soit la toiture, les châssis, les intérieurs, les fondations, donc bien sûr les composantes clés qui nécessitent de l'inspection et de l'entretien afin d'éviter que l'on soit obligé de réparer ou de remplacer, ce qui nécessairement fait augmenter la facture des travaux. Donc, on est dans la conservation préventive quand on parle d'entretien. C'est une terminologie que l'on utilise beaucoup dans le domaine de la conservation du patrimoine, mais qu'il va falloir remettre continuellement de l'avant de manière à éviter que les bâtiments ne soient pas en bon état et donc plus vulnérables à faire face aux aléas climatiques. Donc, les cycles d'entretien, c'est évaluer, c'est inspecter, c'est planifier, c'est faire les travaux et c'est une roue qui tourne sans cesse au gré de notre budget quand on est propriétaire, j'en sais quelque chose, mais aussi au gré de toutes sortes de facteurs. Et donc, les cycles d'entretien permettent de mieux comprendre quand ils sont adaptés au patrimoine, les endroits qui sont les plus vulnérables et qui nécessitent notre attention. Cet excellent manuel d'entretien, en français d'ailleurs, de la province du Manitoba, est à parcourir si le sujet vous taraude un peu. Il contient, et c'est ce que vous voyez à droite, des fiches, littéralement des cases à cocher pour s'assurer que le bâtiment est en bon état et pour permettre une plus grande compréhension des vices, des défauts qui nécessitent notre attention. Et tout ça dans le but, je le répète, de faire en sorte que le bâtiment est en meilleur état possible et donc plus résilient et moins vulnérable aux aléas climatiques. Une autre série de publications qui datent de la fin des années 80, mais qui sont extrêmement pertinentes encore aujourd'hui. Maître d'œuvre des guides techniques de la Ville de Québec, 15 fascicules, 15 ou 17 fascicules que vous pouvez vous procurer. Pas certaine qu'elles soient numérisées, par exemple, ces publications, malheureusement.
c'est l'époque qui prédate la numérisation, mais qui permettent d'aborder différents aspects du bâti traditionnel, des ouvertures à l'isolation, aux fondations, aux couvertures. Donc, extrêmement utile pour d'abord comprendre le bâtiment et ensuite le rendre le plus prêt à affronter les impacts négatifs des aléas climatiques. Un dernier, mais non pas le moindre, aléa, le dégel du pergélisol, pardon, qui nous affecte tous, mais qui est peut-être moins présent à l'esprit chez nous, parce que dans le sud du Québec, parce que c'est dans le nord que cela se manifeste. Donc, la couche du sol qui est gelée en permanence commence à se rétrécir de plus en plus au fil du temps, ce qui occasionne des bâtiments dansants, comme vous voyez l'exemple illustré à l'écran au Yukon. Et la carte montre bien que cette progression de la fonte des territoires où la couche diminue se prolonge du sud vers le nord. Ce qui met à mal aussi beaucoup le patrimoine immatériel des peuples inuits. Et ben, je pense que c'est aussi important de garder ça à l'esprit. Pour le bâtiment, c'est par les fondations qu'on empêche ces problèmes de se manifester. Ce que vous voyez est un exemple de fondation donc qui résiste qui essaie d'adapter le bâtiment et le rendre plus résistant à ces variations des fondations. On ne parle pas de bâtiments patrimoniaux ici dans ce guide. Je pense qu'il y a tout à faire pour mieux comprendre quel est le patrimoine bâti de ces communautés du Nord afin d'agir en conséquence sans trop mettre à mal la valeur patrimoniale du lieu. Je pense que ça va nous guetter un peu comme les territoires couverts par les feux de forêt dans les prochaines années en termes de patrimoine. J'arrive maintenant dans la portion de ma présentation où j'aimerais résumer un peu les constats qui émergent de notre étude afin de nous laisser un peu de temps pour répondre à des questions par la suite. Donc, quelques constats. Il ne s'agissait que de patrimoine bâti. Je vous le rappelle, dans cette étude, on aurait bien voulu couvrir d'autres dimensions patrimoniales comme le paysage et l'urbain, mais le temps ne nous l'a pas permis. Mais en définitive, ce que cette étude a révélé, c'est qu'il n'y a pas que le patrimoine bâti qui est mis à mal par les changements climatiques. Il y a aussi des noyaux urbains, des noyaux villageois, des quartiers, des territoires qui, en raison de leur proximité à l'eau, notamment, sont menacés de carrément disparaître. Donc ici, vous avez une portion du centre-ville de Sainte-Marie et on sait que Sainte-Marie est en train de réfléchir à carrément déplacer son centre-ville dans un territoire qui sera moins assujetti et vulnérable aux inondations. Alors, qu'est-ce qu'on fait des églises? Qu'est-ce qu'on fait de ces noyaux institutionnels qui caractérisent tant nos paysages? La question est ouverte et c'est sûr que ça implique des choix extrêmement déchirants. On n'a pas de data. Par ça, j'entends que pour l'instant, il y a très peu d'informations quantifiées qui nous permettent de comprendre combien de bâtiments patrimoniaux sont démolis ou sont menacés. Donc, c'est très difficile d'avoir un portrait global. Et bien sûr que lorsqu'on pense à la question paysagère et urbaine, ben, ça ne rend que plus complexe et urgent le besoin d'obtenir de l'information afin d'agir avec un peu de prévoyance pour protéger le patrimoine. Le patrimoine est malheureusement peu présent dans les discussions sur l'adaptation climatique, ce qui est malheureux. On a constaté qu'il y a beaucoup de programmes d'adaptation mis en place par le ministère de la Sécurité publique, par exemple, mis en place par le ministère de l'Habitation, des Affaires municipales de l'Habitation et par le ministère de l'Environnement, mais très peu par le ministère de la Culture pour l'instant. Et les programmes qui sont déjà mis en place, qui aident le citoyen, ben, ne tiennent pas beaucoup compte du patrimoine. Les choses avancent, mais peut-être pas aussi rapidement que les besoins se manifestent sur le terrain. Il n'y a pas de mesure d'adaptation spécifique au patrimoine bâti, ce qui est vraiment problématique, je crois, pour les propriétaires de bâtiments patrimoniaux.
pas d'outils, pas d'aide, pas de conseils pour les aider à faire face à, aux inondations, mais plus particulièrement aux impacts de ces aléas climatiques sur leurs propriétés. Et il y a peu de recherches sur les impacts des changements climatiques sur le patrimoine bâti. Donc, et on fait le tour on boucle la boucle d'une certaine manière, puisque j'ai commencé cette présentation en vous disant que il n'y avait pas beaucoup d'études et de discussions à ce sujet. Les choses changent quand même, mais très lentement. Alors, je vous propose quelques suites, quatre, pour terminer. Dans un premier temps, pour rebondir à ce dernier constat, je pense qu'il est urgent de développer des mesures d'adaptation qui soient spécifiques au patrimoine bâti du Québec. Il y a des guides qui existent ailleurs. En voici un exemple aux États-Unis, il y en a en Écosse, en Grande-Bretagne. On a publié, les instances gouvernementales ont publié là des conseils pour préparer le bâtiment. Un peu des conseils que je vous ai transmis aujourd'hui dans le cadre de cette présentation qui nous viennent justement de ces guides et qui portent spécifiquement sur le bâti de leur pays, donc les assemblages et les matériaux. Et je pense que c'est utile pour guider les propriétaires qui ont des bonnes intentions de conserver leur patrimoine bâti vers des actions qui sont les plus responsables et utiles, tout en étant conscients des possibilités de se prémunir contre les aléas climatiques. Je pense que pour ce faire, il faudra utiliser les ressources qui existent déjà et il y en a des ressources. Je pense à deux en particulier. Euh, il souligne les vulnérabilités et les moyens d'adapter les immeubles aux bâtiments et bâtiments au changement climatique. Architecture sans frontières, je suis certaine que vous connaissez le guide Cohabiter avec l'eau. Ce sont deux excellentes ressources que je vous montre là, mais qui ne tiennent pas compte des particularités de l'architecture traditionnelle au Québec, même des bâtiments construits avant 1940. Alors, je pense qu'il s'agirait d'ajouter un chapitre, d'ajouter des sections dans chacun de ces ouvrages pour être capable de traiter des particularités de ce bâti. Mais pour ce faire, il faudra, ça a l'air un peu bizarre de dire, d'adapter les mesures d'adaptation qui existent déjà en faisant appel à des ressources qui existent déjà. Je vous en mets trois ici et vous m'excuserez pour la qualité des images de certains. J'ai dû faire des captures d'écran parce que ces publications ne sont pas numérisées tant elles datent, mais en même temps tant elles sont extrêmement pertinentes encore aujourd'hui. Et je pense qu'il faudra faire appel à nos connaissances des artisans qui sont des as dans la matière, dans la manipulation et dans la connaissance des matières, que ce soit la pierre, que ce soit le bois, pour qu'on comprenne, par exemple, à quel point le, le cèdre ou le bois qui est utilisé dans la structure peut prendre l'eau. Quelle est sa capacité d'absorption? Quel est son temps de séchage idéal? Comment la maçonnerie réagit-elle à tel type d'exposition à l'eau, par exemple? Est-ce qu'on a des types de mortiers qui sont plus absorbants, qui seront plus performants dans le cadre où on a des cycles de gel et de dégel continus? Ces connaissances-là, c'est beaucoup des artisans qui les possèdent et ils sont malheureusement pas mis à contribution pour l'instant. Et voilà pourquoi je salue leur travail et je braque le projecteur dessus afin que l'on puisse les inclure dans les discussions futures pour aider notre patrimoine. Les suites, je pense qu'il faudra intégrer le patrimoine bâti dans les programmes, les formations et les autres mesures d'adaptation de façon à ce qu'on ait une vision globale des mesures à mettre en place pour adapter nos environnements bâtis et aménagés au changement climatique. Je voudrais pas personnellement que le patrimoine bâti fasse l'objet de mesures d'adaptation qui ne soient pas tenues en compte et considérées dans l'ensemble des mesures d'adaptation. Compte tenu du fait qu'on n'a aucun mécanisme d'arbitrage pour l'instant au Québec pour nous aiguiller vers une démolition ou une conservation, je pense que avoir une vision d'ensemble où le patrimoine est bel et bien présent, c'est le minimum des choses. Mais je comprends qu'on est au début de ces discussions-là et je fais donc ce plaidoyer en faveur de l'intégration du patrimoine bâti dans les réflexions.
Je pense aussi que le domaine de la conservation du patrimoine bâti, je m'inclus dans la mêlée, devra adapter ses pratiques en conservation du patrimoine. C'est déjà commencé. Des bâtiments surhaussés, des bâtiments déplacés, ça va souvent à l'encontre des doctrines qui sont fondamentales dans le discours du patrimoine. Mais je pense que ces doctrines-là devront être un peu plus pragmatiques dans les années à venir afin d'atteindre cet équilibre entre le changement et le statu quo, entre conserver ou complètement perdre. Ben voilà, c'est une posture que le domaine du patrimoine devra confronter, adopter suite à des confrontations et des questions qui sont peut-être un peu inconfortables. Je pense qu'il faudra aussi que nous adaptions nos pratiques pour faire face aux pertes. Et des pertes, il y en aura, il y en a déjà eu. Parce que on peut pas, on ne pourra pas tout garder, on ne pourra pas dépendre non plus sur le portefeuille des citoyens pour maintenir des lieux qui sont constamment menacés ou frappés par des inondations, par exemple. Et je vous mets cette page frontispice d'un document que je trouve extrêmement intéressant. Je ne sais pas comment traduire Adaptive Release en français. C'est cette espèce de processus où une collectivité, et c'est ce que prône ce document, où une collectivité prend acte des changements inévitables à venir et conjointement en communauté mène des actions pour photographier, faire un relevé, essayer de déconstruire pour réutiliser les matériaux, par exemple, faire en sorte qu'un processus un peu semblable à celui d'un deuil pour un lieu, pas nécessairement juste un bâtiment, mais un lieu, pour s'assurer qu'on aura tout fait pour conserver et qu'on puisse conserver garder à la mémoire ce lieu-là. Donc, c'est un guide qui a été réalisé aussi par des psychologues. Donc, je pense qu'il y a tout un processus d'interdisciplinarité à introduire dans la réflexion sur les changements climatiques et leur impact sur le patrimoine qui permettront peut-être d'introduire des gens en psychologie et pas pour être fataliste, mais pour mettre en place des mesures où ben, on se résignera et on acceptera le changement même si le changement signifie qu'il y aura une perte irrémédiable. Et je pense que le gîte au Clocheton à Baie-Saint-Paul, qui a fait couler beaucoup d'encre, en est un exemple sans être avoué de ce processus de deuil. Vous savez comme moi que le bâtiment a été démoli. C'est un bâtiment qui a été continuellement affecté par les inondations et la propriétaire a demandé un permis qu'elle a obtenu de la municipalité de Baie-Saint-Paul. Mais dans le processus, elle a ouvert les portes, elle a permis à des citoyens de venir s'approprier des matériaux pour qu'ils fassent leurs réparations sur leur propre bâtiment. Il y a un processus qui a été un peu, comment dire, inclusif et de la communauté. Et je dis pas que ça a rendu la démolition facile. Je pense que ce sont encore des choix déchirants. Mais si ce n'est que par la circularité de certains matériaux, je pense que ça mérite d'être plus approfondi comme cas et de voir s'il n'y a pas des processus qui mèneront peut-être à des, des moments où il y a un peu plus de paix par rapport à la perte de certains bâtiments patrimoniaux. Et je pense que c'est important de le faire. Et le dernier point que je veux soulever, c'est que, bien sûr, on est tous et toutes au courant de l'impact du secteur de la construction dans les émissions de gaz à effet de serre et les sites d'enfouissement. Au Québec, 40% de ce qu'on envoie dans les sites d'enfouissement proviennent du secteur de la construction. Donc, on peut plus se permettre de démolir autant quand on ne peut pas conserver. Je pense qu'il faut penser à des mécanismes qui nous font passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Mais je pense aussi qu'avant ça, il faut essayer de conserver autant que possible et d'adapter. Euh, et voilà pourquoi il me semble que la conservation du patrimoine doit aussi être incluse dans les discussions sur les mesures d'atténuation des impacts au changement climatique. Et ça, c'était le deuxième volet du document de l'ICOMOS, qui positionnait pour la première fois l'importance du déjà là, du carbone intrinsèque et tout ce que peut économiser en termes d'émissions la conservation du bâtiment existant, incluant
les bâtiments patrimoniaux. Voilà, je termine avec ça parce que ce sont des chiffres qui sont désolants, mais que je crois que vous connaissez déjà, et ces images seront incluses dans la présentation. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Madame Déhomme, pour cette présentation super intéressante. J'ouvre la discussion. Dans le fond, j'ouvre le micro aux questions. Donc, ceux qui ont des questions peuvent lever la main. S'il y en a dans le chat, vous pouvez les écrire et je vais les lire. Il y a déjà juste un petit commentaire. Il y a quelqu'un qui a inscrit que les guides des maîtres d'œuvre sont numérisés. Donc, et il y a même un lien, on peut aller les chercher en ligne au besoin. Merci. Euh, et aussi, il y a quelqu'un qui demande si la présentation va pouvoir être partagée. Je vous laisse répondre si vous allez pouvoir partager la présentation ou non. Je suis Oui, tout à fait disposée à vous envoyer le PowerPoint si cela vous intéresse. Les hyperliens seront plus efficaces ce parfait. faisant. Vous pouvez me Sinon, ben, l'envoyer et je vais la... sinon, le rapport est assez complet et contient tous les hyperliens que je vous ai présentés cet après-midi. Parfait. Sinon, il y a un autre commentaire. Est-ce qu'il y a des questions ben, pas en ligne, mais directement en ligne et non dans le chat? Pour le moment, j'en vois pas. Sinon, j'ai un commentaire ici. J'ai un commentaire dans le chat que je vais lire. Donc, en effet, il serait intéressant d'étudier l'impact du noircissement des façades de certains bâtiments historiques causés par la pollution en tenant compte du fait que les changements climatiques exacerbent les effets de la pollution. C'est un des commentaires. Oui, c'est tout à fait, c'est juste, c'est un bel exemple d'impact des changements climatiques sur le temps long. Autant que je pourrais soulever, par exemple, l'effet de tous les abrasifs et surtout les sels de déglaçage que l'on doit mettre sur la chaussée publique, qui sont à proximité des bâtiments patrimoniaux et qui souvent entraînent des détériorations quand on pense à la maçonnerie. Donc, on met de plus en plus d'abrasifs, notamment des mélanges de sel pour éviter les chutes quand on a des cycles de gel et de déchets et de pluie abondantes dans dans les saisons froides. Donc, c'est vraiment, tout ça, c'est interrelié, bien sûr, mais il faut développer l'habitude de penser dans cet écosystème et de positionner le bâtiment patrimonial. Sinon, le rapport que vous me dites, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez me dire où qu'on peut le trouver? Oui, je pourrais vous envoyer, Catherine, les liens. Parfait, Il est disponible à la fois sur le site d'Ouranos et du ministère de la Culture. parfait. Donc, Donc, je vais mettre nous, la présentation va être sur YouTube. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien du rapport dans le résumé du... Parfait. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vous disent merci puis que la présentation, elle était très intéressante. je suis ravie que ça ait plu. C'est un sujet un peu déprimant malgré tout. Mais je pense qu'au-delà de la déprime, c'est une alerte et pour les gens en conservation du patrimoine, c'est peut-être aussi annonciateur de nouvelles façons de penser des stratégies de conservation du patrimoine. Parfait. Je Ah, crois, j'ai une oui, main Madame levée. Laperrière avait une main levée. oui, ben d'abord, je voudrais vous remercier, Claudine. C'est une présentation très claire, très synthèse, très concise. Ça soulève une inquiétude majeure. Bon, vous l'avez dit, c'est un peu déprimant. C'est déjà difficile pour les propriétaires de biens patrimoniaux de prendre soin d'entretenir leur immeuble. Euh, Certains, pas tous bien sûr, mais certains contribuent même à leur détérioration. Ça fait une quarantaine d'années que je travaille dans ce secteur et au passage d'analyse de demandes de démolition, on utilise toutes sortes de stratégies pour y arriver. Les changements climatiques ajoutent une couche supplémentaire, non seulement au coût, mais également à la motivation de protéger qui, à mon sens, va être moindre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déjà aux prises avec un budget énorme à prévoir pour une toiture en tôle ou je ne sais trop. En plus de ça, s'il faut qu'il prévoit surélever son bâtiment, enfin, il y a toute une série de choses qui peut être extrêmement démotivant. À l'autre bout du spectre, vous avez rapidement soulevé l'idée de récupérer
des matériaux lors d'opérations de démolition. Je pense que tout le moins, ce volet-là, dans le contexte où on ne peut pas faire autrement que de démolir, comme à Baie-Saint-Paul, ben, que les matériaux soient récupérés et ça contribuerait à l'éducation populaire, au fond. Sans compter que ça contribuerait à faire moins de décès. Mais je pense qu'il va falloir travailler, on n'aura pas le choix, puis je demeure optimiste malgré tout. Je pense qu'il va falloir travailler à plusieurs niveaux euh, pour non seulement préserver le patrimoine au sens large, mais également éduquer la population, les propriétaires. C'est pas au gouvernement à toujours tout payer. On n'y arrivera pas. Mais je pense qu'une sensibilisation, des actions ciblées, etc., peuvent contribuer, au fond, à mieux préserver le patrimoine. Merci de votre intervention, Madame Lapérrière. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand on parle du bâti, il y a derrière un écosystème qui regroupe un grand nombre d'intervenants, qui inclut le propriétaire jusqu'à l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur. On pourrait même inclure dans le lot les écoles d'architecture, les écoles de formation professionnelle. On a beaucoup d'intervenants dans le monde de la conservation du patrimoine, donc on ne peut pas régler un problème à la fois. Il faudra régler un problème à la fois, mais plusieurs en même temps, dans le sens où il y a plusieurs actions à mener. Et je suis inquiète, par exemple, du fait que la formation dans les métiers de la construction ne touche plus l'existant. Et dans les formations en architecture, dans les écoles d'architecture au Canada, il y a très peu de cours et ils sont tous optionnels sur l'existant. Alors, on est en train de former une relève qui est possiblement pas aussi bien outillée qu'elle devrait l'être pour faire face au futur. Parce que force est d'admettre que la moitié des mandats des architectes et plus est dans l'existant. Et ça inclura des travaux qui sont peut-être pas aussi sexy que le design d'une nouvelle bibliothèque, mais néanmoins importants. Donc, il y a beaucoup d'interventions à faire pour changer les mentalités aussi. Et ben, je pense que la circularité, c'en est un exemple. Et je salue Réco de Architecture sans frontières Québec qui a ouvert sa boutique en allant rejoindre deux boutiques qui existaient déjà. Et là, on a un centre de matériaux qui est appelé à prendre de l'expansion, qui est situé à Montréal où il y a encore beaucoup de poignées de porte, là, puis d'évier, mais peut-être à un moment donné, il va y avoir des madriers, puis il va y avoir un peu plus gros, des plus gros matériaux pour commencer à penser à faire un projet de réhabilitation. Et je pense à Brick Recyc aussi, qui fait beaucoup de jaser de lui en réutilisant des briques. Donc, c'est des gestes comme ça qu'il faut mettre en valeur et intégrer dans l'écosystème de la construction. Parfait, ben merci beaucoup. Il est 1h02 déjà, donc je pense qu'on va clore la présentation. Donc, ben merci à tous d'avoir été présents et merci, Madame Diane, pour la présentation. Et le webinaire sera sur notre chaîne YouTube à partir en début de semaine prochaine. Donc, Merci merci à beaucoup. tous et Merci. toutes. Bonne fin d'année. À bientôt, j'espère. Au Au revoir. revoir.